Je m'appelle donc Guillaume Nail, ça s'écrit Nail, mais ça se prononce comme portail, vitrail, chandail, souvent les gens me demandent. Je suis auteur jeunesse et scénariste. Par hasard et sur très bon conseil d'un ami qui m'a dit un jour, mais toi qui aimes raconter des histoires, toi qui aimes en jouer aussi, pourquoi tu n'écrirais pas pour les enfants ? Parce que tu as beaucoup d'imagination et moi c'était vraiment quelque chose que je ne m'étais pas du tout imaginé, mais j'ai réfléchi à la question et effectivement j'avais des idées en tête qui pouvaient correspondre à de la littérature pour la jeunesse, donc j'ai écrit une première histoire qui a eu des retours favorables de maisons d'édition qui m'ont encouragé à continuer dans cette voie, donc j'en ai écrit une deuxième où là je me suis dit bon bah les gens me disent c'est plutôt rigolo ce que j'écris, donc lâchons-nous et c'est devenu mon premier roman jeunesse qui s'appelle Qui veut la peau de Barack et Angela, qui m'a mis un premier pied dans l'édition jeunesse, qui est vraiment l'univers dans lequel je m'épanouis le plus. C'est là où je me sens bien, c'est là où j'ai l'impression d'être en prise avec les lecteurs, c'est là où j'ai l'impression d'avoir cette imagination possible d'un univers complètement foisonnant, et c'est aussi un milieu dans lequel je me suis reconnu. Donc c'était un hasard, mais c'est devenu une évidence totale. La littérature jeunesse foisonne, est inventive, créative, enfin de tous les côtés, que ce soit en illustration, en écriture. Il y a des formes complètement dingues qui sortent dans tous les sens, et surtout, elle est en prise avec la réalité, avec des questionnements d'aujourd'hui, donc elle n'est pas du tout poussiéreuse, elle est au contraire très très diversifiée et très créative, et elle interroge souvent, elle est même précurseuse sur les questions d'égalité, sur les questions de diversité ou d'absence de diversité. La littérature jeunesse, elle pose ces questions-là. Après, il n'est pas question de donner des réponses toutes faites, mais moi, ma littérature, elle est engagée dans le sens où j'interroge. Je pose des questions et je me dis, tiens, tel personnage, confronté à telle question, comment va-t-il réagir et comment nous, lecteurs, comment moi, romancier aussi, je peux me poser ce genre de questions. Comment je travaille, tout dépend vraiment du projet. Ce qui est certain, c'est que c'est un travail. Donc, en fait, moi, j'ai des horaires de bureau. C'est-à-dire que le matin, à 8h30, je suis devant mon écran et je finis ma journée vers 19h, 20h. C'est vraiment un temps long d'écriture. Il y a des projets où je vais travailler vraiment à la manière d'un scénariste, d'abord avec un synopsis, enfin réfléchir d'abord à une idée. Ça vient toujours d'une idée au départ, de savoir pourquoi on a envie de raconter tel ou tel type d'histoire, et plus elle les nourrit dans l'imaginaire, plus on y repense et plus c'est en train de devenir une potentialité de roman et ensuite une évidence de roman. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est oui, ce projet-là, on va aller au bout. À partir de là, pour certains projets, je vais travailler sur synopsis, puis donc une première version de une page ou deux sur l'histoire telle qu'elle serait, qui serait le héros, l'héroïne, puis ensuite un séquencier. Donc détailler tout ce qui va se passer dans l'intrigue, savoir pourquoi, voilà, et faire aussi de la recherche ensuite sur les lieux, savoir pourquoi on l'inscrit à tel endroit et pas à tel autre. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment cette base qui fait une dizaine de pages, écrire. Écrire, puis réécrire, et encore réécrire, et ensuite envoi à une maison d'édition, et là démarre une autre partie du travail qui est encore une partie de réécriture. En fait, tout est matière à idée, tout est matière à inspiration. Donc parfois, il y a, sur Barack Angela, c'était ouvrir le journal, voir un titre, un gros titre incongru, et se dire mais ça ferait un formidable début d'histoire, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc ne pas avoir envie de se renseigner trop, mais laisser libre cours à l'imaginaire pour développer quelque chose autour de ça. Sur Bande de Zazou, mon deuxième roman, c'était une image très nette de moi dans un train à 10 ans. Et cette découverte que j'imaginais de Paris, et j'ai eu envie de retrouver cette émotion-là. Donc c'était pas une histoire, mais ça a fait un début d'idée qui fait qu'à un moment, on a envie de creuser ça et de savoir ce qui pourrait se passer. Et pour tracer, par exemple, c'est assez étonnant, c'était pendant une randonnée, j'ai eu un moment de réel bonheur intense que d'être au milieu d'un paysage, dans l'Aubrac, de trouver que c'était très très beau. J'avais de la chance d'être ici et j'ai eu envie à un moment de faire partager ça à des lecteurs potentiels. Donc d'imaginer ce que serait un héros, une héroïne qui se retrouverait à ma place à ce moment-là, et pour dire ce moment-là, qui est une page dans le bouquin. Et donc à partir de cette envie très forte de
donné à voir ce paysage et cette émotion, j'ai imaginé un roman qui me permettait, moi en tant que romancier, d'aller à ça. Pour Le Cri du Homard, mon prochain roman, j'avais encore envie, ça m'arrive souvent, d'avoir envie de parler du Cotentin, de ma région d'adoption, celle de cœur, celle où je suis et qui m'inspire. Et donc c'était comment dire aussi une réalité économique, environnementale, parler de ces aspects-là aussi, qui sont des questions que moi j'ai en tant que citoyen, en tant que romancier, en tant qu'administré de ma commune, voilà, d'être inscrit dans un territoire et aussi d'avoir envie de partager ça, de ces réflexions-là pour trouver écho avec des lecteurs, avec le public, savoir comment eux réagissent à leur niveau. Les lieux jouent un rôle essentiel, mais parce qu'effectivement, ça permet d'inscrire. On a une fiction, on a une narration qui est imaginaire, mais ça permet d'inscrire très concrètement l'histoire là où ça se passe et de la raccrocher au réel. Donc même moi, ça me crée une contrainte d'être dans quelque chose qui existe. C'est-à-dire que même quand j'écris un roman post-apocalyptique, je connais les lieux dans lesquels il se passe. C'est très concret. À la fois parce que j'ai envie de dire les sensations, les visions qu'on peut avoir voilà, de paysages, mais aussi de nourriture, enfin voilà, de raccrocher un territoire. Moi j'adore sillonner la France, j'adore être en randonnée, j'adore tous les petits villages, j'adore me promener et découvrir les gens aussi. Donc nécessairement, on a envie aussi de partager ça. Donc inscrire mes romans dans une géographie très précise, sur un territoire, bah, ça me permet déjà moi de voyager. En fait, voilà, écrire, tracer, c'était génial parce que ça démarre en Alsace, ça va jusqu'en Aubrac, je me promène dans ces paysages, voilà, j'essaie d'imaginer quel pourrait être le type de rencontre. Ça me permet aussi de parler de certains mots qu'on utilise dans certaines régions et pas dans d'autres. Un de mes romans, Magda, est l'histoire d'une Picarde, d'une petite Picarde, donc je connais bien la Picardie, qui arrive dans le Cotentin. Donc c'est aussi parler de deux univers, mais au-delà des lieux, c'est de parler de ce qui fait certaines spécificités territoriales et qui crée de la diversité. En fait, ces lieux-là, ils sont tous différents. Les pierres sont pas les mêmes, les lumières sont pas les mêmes. Les gens, mais par leur historique ou par enfin genre certaines spécialités locales ou certains jeux locaux vont avoir un nourri différent. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on on n'est pas dans une standardisation, on est dans un truc qui est foisonnant et surtout dans une curiosité de l'ailleurs. Enfin, c'est ça ce qui m'intéresse. Le Cotentin, c'est une région que j'ai découverte il y a 12 ans, 12-13 ans. Et en fait, tout de suite, non seulement je suis tombé amoureux, mais j'ai été sidéré qu'un tel territoire existe. On est tous plus ou moins sensibles à une lumière, à un territoire, à des paysages. Moi, très clairement, ça m'a parlé. Voilà, ce côté sauvage, la mer, la campagne, enfin voilà, cette espèce de lumière incroyable. Et donc je m'y suis installé, donc nécessairement j'ai envie aussi de faire partager cet amour et cette découverte que j'ai eue du Cotentin. Moi je suis originaire du Maine-et-Loire, j'ai habité Paris, je connais d'autres régions, j'ai habité Berlin, voilà, donc à un moment c'était un choix conscient que de venir m'installer ici, parce que vraiment c'était un bonheur que d'évoluer, voilà, c'est là que je me sentais bien. Donc nécessairement, le Cotentin, j'ai envie de le faire découvrir, au-delà des clichés, au-delà des stéréotypes qu'on peut avoir justement sur ce type de région. Donc j'ai envie d'en parler, de le faire découvrir. Et ce qui est bien, c'est que le Cotentin me le rend bien, parce qu'effectivement j'ai été invité dans des salons ici, dans des classes. Je suis en résidence à Avranches, par exemple, donc dans le sud de la Manche. Et puis mon premier roman, c'est vraiment très clairement quelque chose qui a séduit tout de suite les maisons d'édition, que d'avoir cette inscription dans un territoire très précis. Ça fait du bien aussi, d'aller voir ailleurs et puis de se rendre compte qu'au-delà des paysages, au-delà de la lumière, en fait, il y a des gens. Que la France, c'est 70 millions de personnes avec plein de vies différentes, plein d'univers différents, mais que c'est pas des cartes postales, c'est pas des clichés, c'est des gens qui vivent, qui travaillent, qui vont à l'école. Et c'est intéressant aussi d'aller s'intéresser à ces parcours-là, qui sont aussi le mien en tant qu'écrivain. J'ai grandi dans un village de 1000 habitants dans le Maine-et-Loire. Donc c'est aussi ma réalité et j'ai le droit, ou n'importe quel enfant de village de 1000 habitants a tout à fait autant prétention à être héros ou héroïne de roman que n'importe qui d'autre par son parcours. Donc c'est dire ça aussi. Le Cri du Homard, ça se passe dans le Cotentin. C'est l'histoire de deux villages que tout oppose, mais où surtout on a un projet d'extension de conserverie de homards qui peut-être peut menacer grandement le littoral parce qu'on est sur une bétonisation à tout crin du littoral.
Et l'héroïne qui, elle, a 17 ans, qui s'appelle Aurore, qui n'aime pas habiter là, en fait va se rendre compte que en fait si, ils sont quand même, le fait que tout le monde soit en train de saccager son territoire, peut-être ça pose problème et que peut-être qu'il y a des choses qu'elle aimait dans ce territoire et elle va rencontrer des gens qui vont lui faire découvrir ça. Donc c'est l'histoire de cette prise de conscience d'un personnage autour de ce qui fait la beauté ou la pertinence de son territoire, mais aussi comment à hauteur de chacun, par des petits gestes, par un engagement, par quelque chose, par déjà le fait de se poser des questions. Sur rien que de se poser des questions et d'interroger, c'est un bon début sur la prise de conscience et le combat. Comment on peut déjà faire avancer les choses ou du moins arrêter le carnage. Je travaille sur plusieurs choses. Un roman, éventuellement... C'est encore en gestation, donc c'est peut-être de la littérature générale, mais peut-être pas, donc je sais pas, voilà, je creuse un sillon, et là ça se passe dans le Maine-et-Loire, voilà, qui est là où je suis né. Donc ça m'a intéressé aussi d'aller voir, de retrouver les lumières de la Loire, ce que j'ai ressenti moi en tant que gamin, enfin voilà, des choses, des émotions qui me permettent de raccrocher, puis encore de parler d'un territoire. Et il y a un autre roman qui là est peut-être une trilogie ado qui interroge vraiment le rapport de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme, qui est une thématique essentielle. Je me documente énormément sur ces questions-là, sur plein de choses qui ont été faites, sur même l'évolution par rapport à ça, par rapport à ces questions du rapport de l'homme à l'animal et de l'exploitation animale. Une fois que je saurai ça, peut-être je vais commencer à imaginer une narration, une fiction autour de ça pour tenter quelques éléments de réponse ou donner à voir voilà, le fruit de ma réflexion. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre de l'obtention d'une bourse que j'ai eue. Donc j'ai 2 ans, donc c'est bien, ça m'autorise déjà le temps de la documentation. Donc ça, c'est un luxe incroyable quand on est auteur, à un moment de savoir qu'on a un peu de temps pour écrire, parce que vraiment, souvent les gens demandent mais pourquoi vous écrivez autant, tout ça, enfin, on n'en a pas parlé, mais cette question de la rémunération des auteurs, de la rémunération des œuvres, de savoir, souvent le grand public ne sait pas qu'un auteur jeunesse, notamment, touche seulement 5,1% en moyenne du prix hors taxe du livre. Donc il faut en vendre des livres, mais ça c'est le rôle d'une maison d'édition. Moi en tant qu'auteur, je n'ai pas la main là-dessus sur la stratégie commerciale qui va être mise en place. Et surtout, il faut en écrire aussi. C'est mon activité, c'est mon métier que d'être auteur. Et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'on m'invite. On considère que mes bouquins en fait ont de la valeur parce qu'on a envie de les lire et de les acheter. Donc il est normal aussi que je sois rémunéré en fonction. Mais il y a toujours cette question de courir après le temps pour avoir le temps de bien faire son travail. De peaufiner, comme je disais au début, moi je peaufine beaucoup, je cisèle, je réécris, je retravaille, voilà, je prends le temps et donc tout ça il faut pouvoir se le permettre aussi.